Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Isabelle Boireau, ancienne assistante marketing devenue make-up artiste et beautypreneur. D'origine camerounaise, Isabelle poursuit ses études en France. Elle fait une école de commerce en management international et marketing. Lors de ses études, elle part 1 an en Californie. Elle y découvre le développement personnel et tombe amoureuse de leur positivité. Elle souhaite devenir directrice marketing internationale. Mais à la fin de ses études, tout ne se passe pas comme prévu. Contrairement à ses camarades de classe, Isabelle ne trouve pas de travail. Elle est, je pense, victime de racisme et elle nous le dira à demi-mot. Elle se retrouve alors sans papier, à la rue, à faire des ménages. Après 2 ans, grâce à sa persévérance, elle trouve finalement un travail d'assistante marketing. À la fin de sa carrière, Isabelle sera assistante du CEO dans une entreprise automobile. Fan de l'univers de la beauté, Isabelle décide de lancer en parallèle de son job un blog et une chaîne YouTube sur l'entretien des cheveux naturels afro. Elle découvre alors le make-up en maquillant les modèles pour les prendre en photo pour son blog. Une amie lui demande ensuite de la maquiller pour son mariage. Elle tombe alors amoureuse des coulisses du mariage. Isabelle est aujourd'hui make-up artiste à temps plein depuis 4 ans. Elle est spécialisée en skin-like, effets peau nue et maquille les mariés, mais également les stars pour les tapis rouges. Elle est également beautypreneur et donne des conseils business aux spécialistes de la beauté. Alors avec Isabelle, on a parlé de sa vie aux États-Unis, comment trouver le courage de continuer quand on touche le fond, comment trouver ses premiers clients en tant que make-up artiste, ses anecdotes d'entrepreneur. Isabelle est un exemple de résilience et de courage. Son témoignage m'a beaucoup touchée. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isabelle. Bonjour Isabelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci Claire-Vie, merci de m'accueillir sur ton espace, c'est un honneur et un privilège pour moi. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Eh bien, je suis une beautypreneur, comme j'aime bien l'intituler, donc entrepreneur dans la beauté, principalement dans le maquillage. Donc, je suis maquilleuse professionnelle et formatrice. Alors c'est un peu make-up artiste, tu dirais ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Make-up artiste en anglais, donc maquilleuse en français. Alors, ça n'a rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études et puis de ton parcours ? Eh bien, j'ai un background plutôt d'école de commerce. J'ai fait un bac littéraire au Cameroun, dont je suis originaire. Et à l'âge de 18 ans, mes parents m'ont envoyé en France pour continuer le cursus universitaire. Et j'ai commencé par une école de commerce à Lille. Et j'y ai passé 3 ans. Je suis allée aux États-Unis pour faire mon bachelor en management. Je suis revenue en France pour terminer avec mon master et j'ai fait un MBA également en management international avec une option en marketing. Donc ça, c'est vraiment le background scolaire. Alors oui, tu as fait 1 an en Californie ? Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ? Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie du make-up ? Alors, pas du tout. Je n'étais absolument pas ni sensible ni intéressée par cet univers. J'étais vraiment dans l'objectif, voilà, je veux développer une carrière dans le marketing, je vais être directrice marketing internationale. Bien sûr que, ayant une affinité pour la beauté, je me voyais dans des groupes comme L'Oréal ou voilà, dans des grands groupes de cosmétiques. Mais pas moi en tant que maquilleuse, c'est-à-dire que c'était pas du tout. Et puis le maquillage restait vraiment assez mystérieux, assez cloisonné pour des professionnels. Voilà, on savait pas du tout ni comment on le faisait, ni comment c'est organisé. Donc quand j'étais en Californie, c'était vraiment dans l'optique d'être une directrice marketing internationale. J'adore le mot international. J'avais vraiment cette envie de voyager, de rencontrer des gens, de découvrir le monde et surtout de mettre ma créativité en exergue. Et alors, comment ça s'est passé ton année en Californie ? Ça se passe comment les études là-bas ? C'était super. Alors, super pas dans le sens qu'on imagine, parce que je suis arrivée, bon, c'était une école privée. J'étais en colocation avec un couple d'Américains. On avait un pavillon. Donc moi, j'étais française. Je débarque, une nouvelle culture. Tout est absolument différent. Pas de repères. Et j'ai dû en fait m'adapter, me fondre dans la masse et apprendre à vivre à la façon américaine avec les sorties, la façon de manger,
la façon de vivre, tout simplement. Prendre un mug de café aussi gros à 17 heures, c'est normal, tu vois. Manger des chips avec du fromage par-dessus et du haricot, c'est normal. Bref, voilà, la vie à l'américaine, c'était très enrichissant. Ça m'a permis de faire des progrès énormes en anglais, du coup, parce que j'étais immergée dans la culture, les mariages américains qui terminent à 17 heures parce qu'après, il n'y a pas de soirée. Hein. Chez eux, on fait pas de soirée. Les gâteaux d'anniversaire gigantesques, bon, ça, c'est arrivé en France après. Mais les gâteaux bleus avec des crèmes rouges et des choses comme ça. Donc, c'était super sympa. Et puis, surtout aussi leur ouverture d'esprit et la chaleur de l'accueil. Je me suis sentie vraiment comme à la maison en Californie. J'ai vraiment beaucoup aimé mon séjour aux États-Unis. Ça m'a beaucoup marqué. Leur positivité sans faille. C'est-à-dire tous les matins on se réveille, on a l'impression qu'on est voilà, c'est possible de conquérir le monde, c'est possible d'y aller. Et ça c'était voilà 15 ans avant qu'on ait ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui en Europe. Mais voilà, il y a 15 ans, 10 ans en arrière, voilà, ils étaient déjà dans c'est possible, on va y arriver, on y va. Et on se réveille tous les matins avec cet optimisme et cette envie d'y aller, même si on n'a pas un sou en poche, quoi. Et c'était comment au niveau des études? Quelle différence t'as, au niveau, je veux dire, de la manière d'enseigner par rapport à la France? Bien, j'ai trouvé que les profs étaient beaucoup plus cool et moins protocolaires et officiels qu'en France. On avait vraiment une relation très amicale, très sympa avec les professeurs, sans oublier que voilà, ce sont les professeurs. Et ça arrivait qu'un prof, notre prof de marketing, nous rapporte des cookies qu'il avait fait lui-même, alors qu'il était manchot, il avait qu'un bras, et il nous amenait ses cookies qu'il avait fait lui-même, et il nous racontait ses séances de surf et tout. On avait d'autres profs avec qui on allait faire du pique-nique. Donc c'était très cool. Mais vraiment, le mot cool, je l'ai compris en Californie. C'est quoi être cool? J'adore. Et pareil, même au niveau du cursus, c'est beaucoup de recherche. En fait, on nous emmène à nous faire beaucoup de recherche et produire de nous-mêmes. C'est moins le cours magistral où on va prendre des notes, on va apprendre la théorie de A à Z. On nous pousse vraiment beaucoup à faire de la recherche, à faire des mémoires. Moi, j'ai pu faire un stage dans une agence de publicité là-bas pendant mes études. Et à la fin, voilà, je devais faire sur mon mémoire, je devais en fait faire un business plan pour un projet que je voulais développer. Et donc, on nous met toujours dans l'action, toujours dans l'optique de réalisation derrière la théorie. Oui, c'est très concret. C'est vraiment, oui, c'est beaucoup plus concret. Pareil pour les cours de cross-cultural management où on nous apprenait en fait les différences culturelles quand on doit manager une entreprise. On avait vraiment des vrais cas d'études, pardon. Par exemple, une entreprise française qui veut s'installer en Californie pour vendre du vin. Et à l'époque, on était en pleine guerre, avant la guerre en Irak. Où la France était boycottée aux États-Unis à cause de ses positions politiques. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient liées à l'actualité, liées au business et liées à la culture même américaine. Un de nos profs nous a raconté son expérience. Il a un couple de Français qui sont venus aux États-Unis et qui lui ont offert un bon camembert bien fermenté, bien coulant. Français et eux ils étaient juste horrifiés et une bouteille de vin d'âge quoi avec l'étiquette un petit peu abîmée, enfin voilà, c'était pour eux c'était le cadeau par excellence et les Américains qui ont ça oh stinky cheese oh quand leur offre quelque chose de pourri entre guillemets. Ouais, c'était too much. Voilà, et c'était voilà des différences culturelles comme ça qu'on nous apprenait et auxquelles on nous sensibilisait si on doit faire du business à l'international. Donc c'était super enrichissant vraiment pour toutes ces choses qu'on apprend. Et alors, comment ça s'est passé à ton retour, la fin de tes études, et puis comment tu as trouvé ton premier job? Ouh, ça c'est une autre histoire. Alors, je suis revenue en France parce que comme c'était un partenariat avec notre école en France, on devait revenir en France pour valider notre master. Au retour, j'avais qu'une envie, c'était de retourner aux États-Unis ou de travailler dans une boîte américaine ou voilà, de prolonger l'expérience que j'avais vécue immergée sur place. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études chez General Motors à la direction marketing parce que pareil, j'aimais beaucoup tout ce qui était véhicule. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand on travaille dans l'automobile, on ne travaille jamais sur la voiture complète. On travaille sur juste un aspect de la voiture. Et donc, j'étais à la division pièces détachées, marketing. And I was like, qu'est-ce que je fais ici? C'est vrai que c'était un groupe américain, mais la direction était totalement européenne. Donc,
C'était pas du tout la même ambiance, pas du tout la même mentalité. C'était un petit peu compliqué à vivre. Mais bon, j'ai validé mon année, j'ai terminé, j'ai pu être diplômée avec mon MBA. Et là, je me dis, bon, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être mon propre patron à 22 ans. À 22 ans. Et je me dis, allez, on y va, on fonce. Et là, mon papa, il me propose un projet qu'il avait avec des partenaires à lui, de pouvoir commercialiser des chargeurs de téléphone qui fonctionnent à l'énergie photovoltaïque. Ça, c'était mon tout premier projet d'entrepreneuriat. Je dis, ouais, super, on y va et tout. J'avais reçu mon diplôme par la poste la même semaine. J'ai pris l'avion, je suis partie au Cameroun avec mes échantillons, mes prototypes. Et je me dis, bon, allez, on va conquérir le marché. En plus, il y a des problèmes d'électricité localement. Donc, je vais juste cartonner. Tout le monde va s'arracher mes produits et ça va être merveilleux. J'arrive. Je me prends une claque monumentale. J'étais partie pour 1 mois et demi. Je suis restée 6 mois. J'essaie de créer une entreprise. C'était pas possible. J'ai démarché personnellement à pied chaque boîte de téléphonie mobile. J'ai démarché mais tout ce que je pouvais démarcher. Je suis rentrée, mais limite la queue entre les jambes. Au secours, sortez-moi de là. Et pourquoi ça ne marchait pas? Eh bien parce que déjà le secteur de la téléphonie mobile étant réglementé, moi, je suis juste une petite actrice qui débarque. Il faut connaître un tel, il faut connaître un tel, il faut avoir fait vraiment un business plan et savoir quelles sont les quantités sur lesquelles on va travailler, qui sont les personnes à connaître, qui va donner l'aval. Ça peut être organisé même comme un marché, un appel d'offres à laquelle je vais répondre. Donc, c'est pas j'ai un joli produit, je viens vous le vendre, vous l'acheter. Et deuxièmement, le consommateur à cette époque, n'était pas du tout intéressé par ce type de solution parce qu'on n'avait pas tant de problèmes d'électricité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est un produit qui pourrait mieux marcher. C'était trop tôt. C'était trop tôt, exactement. Le marché n'était pas prêt. Et alors, comment ça s'est passé quand t'es rentrée? Ça t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat? Non, pas du tout, mais c'est vrai que j'étais c'est vrai, refroidie, mais pas complètement dégoûtée parce que mes 2 parents sont des entrepreneurs. Donc, je suis née, j'ai grandi dans une maison d'entrepreneurs. Donc, j'ai toujours vu mes parents être leurs propres patrons, ne pas avoir demandé au patron pour avoir des vacances, ne pas avoir demandé la permission au patron. Et c'est des personnes qui ont toujours voyagé. Donc, enfin, c'est pour ça que j'avais vraiment cette vision internationale. C'est que même étant au Cameroun, mon papa, il allait au Japon, au Singapour, aux États-Unis, et il nous racontait ses voyages. Donc, étant petite, localement, je rêvais de moi aussi faire ces expériences et découvrir le monde. Et donc, je reviens en France et je me dis, il faut absolument que je travaille, il faut absolument que je trouve un travail. Parce que quand on est étudiant étranger, pour pouvoir rester légalement en France, il faut avoir une carte de séjour. Donc, pendant toutes mes études, je pouvais la renouveler sans problème. C'était, bon, voilà, on s'inscrit à l'école et puis on a notre carte de séjour. Mais là, j'avais terminé mon cursus scolaire. Donc, il fallait que je puisse avoir une raison légale de rester en France. Et là, je me dis, il faut absolument que je trouve un travail avant la fin de ma carte de séjour. Et je postule partout. Je me dis, bon, j'ai le bon profil. Je reviens des États-Unis. Je parle l'anglais. J'ai fait mes expériences dans de gros groupes comme chez Renault, chez General Motors. Les portes, normalement, devraient s'ouvrir automatiquement. Eh bien, non. Beaucoup de recalage, beaucoup de refus. J'ai postulé chez L'Oréal, je sais plus combien de temps, je sais plus combien d'entretiens j'ai passé chez eux. Et je me disais, c'est le Saint Graal, mais non. Donc, beaucoup de galères. Je suis passée par la case ménage à domicile chez les particuliers, faire des tresses et des coiffures pour pouvoir gagner de l'argent de poche, vider des poubelles, voilà. Tout ce que tu peux imaginer, vraiment, tout ce que ma main trouvait à faire, je faisais. Et donc, j'ai commencé à faire la coiffure à domicile pour avoir un peu d'argent de poche, mais en continuant à postuler, à chercher du travail, à passer des entretiens et à avoir des refus. Ça a duré en tout et pour tout 2006-2008, donc quasiment 2 ans. Ah oui, quand même. Et je me suis même retrouvée à un moment donné sans papier, donc sans carte de séjour, puisque ma carte de séjour avait expiré, et ça devenait compliqué. Donc pour une étudiante étrangère, et mes parents me disaient, vas-y, reviens, au moins tu trouves du travail ici, on va se battre, même si c'est pas évident, on va essayer de s'en sortir. Mais je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui m'attendait en France, et je me disais non, je suis pas passée par toutes ces étapes et je n'ai pas fait tout ça pour rentrer les mains vides en fait. C'était dû à quoi, le fait que tu trouvais pas de travail? Alors on me reprochait souvent le fait de ne pas avoir d'expérience. Ouais. Mais en tant que jeune diplômée, comment avoir de l'expérience si on ne nous en donne pas?
je postulais un petit peu partout, à la banque, secteur bancaire, cosmétique, médical. Enfin, je postulais vraiment partout, mais on me reprochait à chaque fois de ne pas avoir d'expérience dans ces domaines, dans ces secteurs d'activité. Donc, je ne passais même pas à la phase d'entretien. C'était merci pour votre candidature. Au revoir. Tu penses que c'était un peu de racisme? Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne l'ai pas expérimenté. Mais ça dépend si tes camarades de promotion trouvaient eux ou Ah oui, oui, oui. Non, mais ils étaient quasiment tous embauchés. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en train de faire du ménage chez une avocate dans le 8e et mon téléphone sonne et c'est un ancien camarade de promo, un Tunisien d'ailleurs, Ramzi, qui me dit oui Zaboul, comment ça va et tout, et moi je débranche l'aspirateur pour pas qu'il capte. Je débranche l'aspirateur, je suis là, oui, allô, alors comment ça va et tout. Mais écoute, moi ça va, hein. À Lille ça cartonne, j'ai mon propre bureau, je suis à 5 000 € par mois. Et moi je suis là, ok, j'essaie de me battre pour avoir 600 € pour payer une chambre décente. Et c'est vrai que bon, voilà, c'était assez frustrant et on ne comprend pas en fait. On se dit mais on a fait le même parcours, on a fait les mêmes études. J'étais plus brillante que lui à l'école, hein. ça c'est super dur parce que à l'école il y a le côté quand on fait bien les choses, on est toujours récompensé parce qu'il y a toujours les bonnes notes, les félicitations. Et après, quand on arrive dans la vie réelle, on comprend pas que quand on fait bien les choses, pourquoi ça ne marche pas. Exactement. C'est très très pertinent ce que tu dis, très pertinent. Et alors, qu'est-ce qui t'a tenu à ce moment-là? Parce que quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est vraiment c'était peut-être le moment où tu as touché le fond, quand on n'a pas de papier, qu'on fait des petits boulots comme ça. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir et de te dire, bah, je continue? C'est de me dire que je n'ai pas vécu tout ça pour rien Mm. et que je peux pas lâcher là en fait. Mes parents ont fait des sacrifices pour m'envoyer à l'école. Ils payent en CFA, en francs CFA, chaque année pour mes études, pour que je puisse réussir et arriver à quelque chose. Je ne vais pas les décevoir. Je ne vais pas jeter l'éponge. Et puis aussi, ce pays ne m'attendait pas. La France ne m'attendait pas. Donc c'est à moi de faire ma place. Rien ne m'est dû. Au contraire, je dois être une contribution et apporter de la valeur en fait. Donc, je ne vais pas me lamenter, jeter l'éponge et commencer à me dire ouais, pourquoi ça marche. Non, ça a plutôt forgé en moi cette combativité et cette résilience de me dire ok, si ça ne marche pas, eh bien, on continue à pousser, on continue à persévérer et peut-être que voilà, ça doit marcher de toute façon à un moment donné. Il faut que ça marche. Et même si ça ne marche pas, il faut faire en sorte que ça marche. Tu le devais à la toi du passé. Exactement. Et je me suis dit ok, peut-être à un moment donné, on va même baisser les standards parce que peut-être que c'est pas dans le marketing. Et franchement, j'étais même prête à faire aide-soignante, infirmière, je sais pas, je me disais, voilà, il faut que je trouve quelque chose à faire. Alors, comment ça s'est passé? Alors, comment tu as réussi à trouver un job? Alors, en mars 2008, non, en février 2008, je retourne à la préfecture et je sais pas, je leur apporte tous mes papiers, quoi, tous mes diplômes, mes choses. Je leur dis, voilà, j'ai besoin d'une carte de séjour, j'ai besoin de quelque chose. Et ils me regardent et ils me font un récépissé. Donc, c'est un titre provisoire de 3 mois en me disant, ramenez-nous tous ces documents. Mais c'était une pile de documents. Ramenez-nous tous ces documents pour pouvoir, voilà, renouveler votre carte de séjour. Et je sors de là. Et je dis, Seigneur, je pourrais jamais ramener ces documents, toi seul tu sais. Et mon téléphone sonne quelques jours après. Et c'est une entreprise chez qui je n'avais pas du tout postulé qui m'appelle et me disent, écoutez, nous avons une création de poste. On ne sait pas comment votre CV est arrivé à nous. Nous avons une création de poste et c'est pour être assistante pour le directeur marketing parce que l'activité est en train de s'étendre et est-ce que vous pouvez venir pour qu'on puisse vous rencontrer? Et là, je me dis, c'est l'occasion, jamais, je vais tout donner. J'en ai marre de travailler debout, j'en ai marre de faire du ménage, j'en ai marre de faire de métro en métro, j'en ai marre. Franchement, je me trouvais, enfin, j'ai été SDF, hein, je me suis retrouvée sans domicile, avec des affaires dans les sacs poubelles, enfin, dans des sacs de courses. Enfin, j'ai touché le fond. Donc là, je me dis, je vais tout donner. Je sais, ce sera pas un entretien professionnel. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, j'ai besoin de travailler. Je suis capable. J'ai un cerveau. Je sais de quoi je suis capable. Et donc je suis arrivée à l'entretien. J'ai passé l'entretien avec le directeur marketing. Bon, le blabla d'habitude. Voilà l'entreprise. Voilà ce qu'on fait. Voilà quel est votre parcours et tout. Donc là, tranquille, très formel. Écoutez, on vous recontacte dans 10 jours. Au bout de 10 jours, j'ai pas de nouvelles. Je me dis ah non, je suis pas arrivée jusqu'à l'entretien dans leurs locaux pour que ça s'arrête comme ça. 10 jours, 12 jours, 14 jours, là, je décroche le téléphone. Oui, bonjour, je suis la candidate.
je viens aux nouvelles. Est-ce que vous avez pris votre décision? Ouais, j'ai rappelé comme ça au moins 2, 3 fois. Et puis là, ils m'appellent, ils me disent, OK, vous allez passer l'entretien avec les directeurs généraux de l'entreprise. Et là, je me dis, non, là, je vais tout kill. Là, je ne sors pas de là sans ce boulot. Et on passe l'entretien, on commence, et au bout de 5 minutes, le directeur général me regarde dans les yeux, il me dit, écoutez, on n'a aucun doute sur vos compétences, mais on ne sait pas si vous êtes faite pour le poste. Et là, je le regarde, je lui dis, je ne suis pas là pour juste avoir un nom sur un CV. Je suis là dans une optique de carrière. Je suis là pour travailler. Je suis là pour vraiment être avec vous, faire ma carrière avec vous parce que j'ai besoin de travailler. Et je sais que je suis capable. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, voilà, à ce niveau d'entretien, vous en êtes où en fait? Il vous reste combien de candidats pour faire votre choix? Il me dit, écoutez, le choix se pose entre vous et un autre candidat. En fait, on était les 2 derniers sur la liste. Il me dit ça. Et moi, je lui ai dit, OK, donc j'ai 50% de chance d'être prise. Il me dit, oui. Et l'autre a 50% aussi. Et je dis, mais j'ai 50% de chance. C'était vraiment offensive. Vraiment. Là, je me suis dit, non, c'est ma vie qui en dépend, quoi. C'est mon séjour en France, je pouvais pas faire de projet. Je pouvais pas, enfin, je ne pouvais pas me projeter à vacances, week-end. Moi, les week-ends et les semaines se ressemblaient. Je voyais les gens partir en vacances et revenir. Moi, je savais pas ce que c'était, quoi, parce que voilà, il y avait pas de coupure ou autre chose. Et donc, une semaine après, il m'appelle pour me dire que j'ai eu le poste. Et ils se sont occupés de mon changement de statut. Donc, j'ai pu passer de statut de sans-papier à statut de salarié. Ils se sont occupés de toutes les démarches administratives. Et par la suite, donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans mon premier CDI en assistante marketing en 2008. Et c'était juste avant la crise. Parce que ce qui serait passé après, je sais même pas, enfin, l'histoire aurait été complètement différente. Mais c'était vraiment, le timing était juste parfait, quoi. Juste avant la crise. Comment ça s'est passé alors, tes premiers jours dans ce job? Oh là là, j'étais ecstatique. Super excitée. Super reconnaissante, vraiment super, super reconnaissante parce que de ça découlait beaucoup de choses, mon logement, ma vie en fait. Je me suis donné à fond, je travaillais voilà, pour vraiment donner satisfaction. Et l'équipe était formidable. Donc, le directeur marketing avec qui je travaillais, et il y avait un autre directeur dans le bureau. Mais c'était un festival, quoi. Tous les matins, j'allais bosser, mais avec la banane. J'étais super motivée. J'étais bien. J'étais vraiment bien. J'étais très enthousiaste et très contente d'avoir été prise. Et du coup, ben, je me donnais à fond. J'étais super curieuse. C'était une entreprise un éditeur de logiciels logiciels pour les assurances et les sociétés d'assurance et de réassurance. Alors, c'était pas du tout mon univers, donc il fallait que j'apprenne tout, mais absolument tout. Alors, tu as changé pas mal de boîtes et à la fin de ta carrière en marketing, tu étais assistante du CEO dans une entreprise automobile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ton dernier job, ce qui te plaisait, ce qui te plaisait moins? Alors, c'est vrai que quand je suis sortie, bon, on a fait une rupture conventionnelle parce qu'au bout de 2 ans et demi, j'avais fait le tour et puis le poste, en fait, ils l'ont tellement réorienté. Puis j'occupais plutôt une casquette commerciale. Donc, je devais décrocher le téléphone, appeler les directeurs de systèmes d'information dans des grands groupes d'assurance. C'était pas du tout ma tasse de thé. Je devais vendre un produit, en fait, que je maîtrisais pas. Et c'était pas un exercice dans lequel j'étais à l'aise. Et du coup, on s'est séparés, hein, vraiment. C'était une très bonne séparation, d'ailleurs. J'ai gardé un très bon souvenir et une bonne connexion avec eux. Et par la suite, je me suis dit, passer encore 2 ans pour trouver du travail dans le marketing, non. J'avais été vraiment échaudée par mes 2 ans de chômage. Et je me suis dit, bon, allez, on va chercher un poste qui puisse convenir avec mon cursus scolaire et qui ne me coûte pas tant au niveau personnel. Parce qu'entre-temps, j'avais créé un blog pour l'entretien des cheveux naturels, afro, et j'avais créé une chaîne YouTube. Donc ça, tout mon temps libre, j'étais à fond. Quand je suis passionnée, vraiment, ça me prend beaucoup. Donc je me suis dit, allez, je vais me consacrer, enfin, je veux un job qui me permette, voilà, de vivre, payer mes factures, mon loyer, renouveler ma carte de séjour, faut pas l'oublier. Voilà, où j'ai pas besoin de faire des heures et des heures parce que tous mes potes qui étaient dans le marketing à l'époque, dans des groupes et autres, voilà, c'était du 7h du matin, 22h, il fallait prouver, il fallait y aller et tout. Quand j'entendais les échos, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux?
Est-ce que c'est le style de vie dans lequel je me projette? Et puis j'ai réalisé que c'est pas juste le marketing qui est important, c'est aussi travailler dans un domaine où on peut s'identifier, enfin, qu'on comprend en fait. Un univers similaire au tien, peut-être. Exactement. Mm. Et donc je me suis dit bon, postuler dans la cosmétique ou bien dans tout ce qui est beauté ou la mode, les places sont serrées, il y en a très peu et il faut faire des pieds et des mains pour y arriver. Et en plus de ce que j'avais aussi réalisé, c'est que ayant fait une école de commerce, ceux qui ont leur ticket gagnant, c'est forcément les plus grandes écoles, HEC, ESSEC, EDEC, voilà, les grandes écoles. Nous qui étions les écoles derrière, voilà, on ne voyait pas trop notre place. Donc, est-ce que je me lançais dans des groupes des cabinets d'audit, Ernst Young, Deloitte et autres, pour faire comme tout le monde et justement avancer? Je n'y comprenais rien de cet univers. Donc, j'ai essayé de pousser, de me dire, OK, je vais peut-être essayer la finance et tout, mais je ne comprenais rien à ça. Donc, j'ai postulé comme assistante de direction parce que je me suis dit, OK, au moins ça, je reste proche de la direction, je comprends quand même un petit peu les enjeux décisionnels. Puis, je peux mettre en exergue l'anglais, ma capacité relationnelle et toutes ces autres qualités que j'ai. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans un laboratoire pharmaceutique. J'étais l'assistante des managers, en fait, de tous des directeurs. Ensuite, je suis passée à la banque. J'ai fait 2 ans à la banque. C'était une expérience assez cocasse. Je me suis retrouvée ensuite dans ce groupe dans l'automobile. C'était un équipementier automobile où effectivement j'étais l'assistante du CEO. C'était le poste le plus haut en termes de responsabilité que j'ai pu occuper et c'était super. C'était super parce que là j'avais à gérer énormément de choses par rapport au fonctionnement de l'entreprise, bien que je ne sois pas dans le décisionnel, mais j'étais vraiment en fait au carrefour de tout ce qui se passait. Que ce soit donc les conseils d'administration, les comités de direction, les réunions décisionnelles, l'agenda du CEO, les voyages, enfin la vie d'entreprise, tout ce qui se passait en termes d'organisation à la tête. J'étais vraiment au cœur et c'était super quoi. C'était super de pouvoir et ce qui était aussi génial, c'est de pouvoir changer avec les différentes filiales. C'est un groupe qui a 20 filiales à travers le monde, donc c'était super en termes de culture, en fait, d'échange de culture. Je voyageais depuis mon poste, en fait. D'être en interaction avec des personnes aussi différentes de 20 pays dans le monde, de devoir organiser des événements ou des réunions à distance dans ces pays-là, c'était super intéressant. Tu as parlé de ta chaîne YouTube. Comment ça a été le déclic pour lancer ta chaîne YouTube? Alors, c'est une autre aventure parce que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Bon, ça, c'est pas mes cheveux, hein, c'est des extensions. Mais j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux naturels. Et je voulais partager cette expérience et j'ai fait un blog. Je parlais des produits, l'expérience, les coiffures que j'ai faites et tout. Et à chaque fois, les mêmes questions revenaient. Je me suis dit, mais les gens, ils lisent pas les commentaires, les écrits. On va leur faire des vidéos, comme ça, on va leur montrer. Comme ça, ils verront comment c'est fait. Et j'étais à la jeunesse de YouTube. Je fais partie des premières YouTubeuses francophones afro pour les cheveux. Et donc, on était très peu à l'époque. YouTube démarrait en 2009, quoi. Je filmais avec ma petite webcam dans ma salle de bain et ça a très bien démarré. C'était une très belle aventure. On ne connaissait pas tout ce qui était sponsoring, les marques et tout ça. On ne connaissait rien. Donc, on faisait avec bon cœur. On découvrait les produits et les marques au fur et à mesure avec notre communauté. Et donc, ça a été une très, très belle aventure pendant quelques années. Et alors, comment ça s'est terminé ton ancien job? Quel a été le déclic? Donc, il se trouve que en parallèle, comme je dis, j'avais mes activités en parallèle. Et en parallèle du travail, donc quand je sortais du travail le soir, j'étais toujours très intéressée, très attirée par cette beauté, enfin l'univers de la beauté. Donc, j'ai commencé par la coiffure. Et quand des femmes venaient chez moi pour se faire coiffer, eh bien, je les maquillais pour les prendre en photo et les mettre sur le blog. Donc, au fur et à mesure, dans mon assemblée, parce que je suis chrétienne, on a un groupe d'hôtesses d'accueil qui sont là pour accueillir le public. Et ma responsable m'a dit un jour, écoute Isabelle, c'est toi qui vas t'occuper de l'apparence des hôtesses désormais. Moi, je suis là, oh, je sais à peine me maquiller moi-même. Comment je vais faire pour maquiller les autres? Et ça m'a jeté en fait dans la piscine. Donc, je suis allée chercher les produits, je suis allée chercher voilà, qu'est-ce qui se faisait, comment maquiller les autres, parce que je me savais me maquiller à peu près moi, mais maquiller les autres, c'était toute une autre histoire. Et donc, ces conditions-là m'ont jeté à l'eau et m'ont amené à m'intéresser au maquillage, non pas pour moi, mais pour les autres. Il y a une copine qui me voit et me dit « Ah, je vais me marier, est-ce que tu peux me maquiller pour mon mariage ?»
Et là, pression, pression, pression. Je me dis, ouais, le mariage, c'est quelque chose d'important, quoi. On ne confie pas à quelqu'un comme ça. Et là, je suis allée chez Monoprix chercher toutes sortes de produits possibles et imaginables. Pour les femmes noires à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. On avait un fond de teint pour toute la population. Tu imagines un peu ce que ça pourrait donner comme résultat. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes gammes, c'est comme ça que j'ai fait mes armes. Et j'ai vraiment, en fait, je suis tombée amoureuse du, comment dire, des coulisses du mariage. Je m'explique. Les moments où on est avec la mariée, où on la prépare, où elle est détendue, où voilà, elle se fait belle et puis elle se regarde dans le miroir et fait oh, ce moment-là, waouh. Ces moments où la maman de la mariée la revoit, la regarde avec les yeux qui brillent, où le marié regarde sa chérie avec les yeux qui brillent. Tous ces moments-là, je ne m'y fais pas encore, quoi. J'ai fait des centaines et des centaines de mariages, mais à chaque fois, c'est la même émotion, c'est la même étincelle. C'est comment dire, c'est la vie à son départ, en fait. Je suis pas à la maternité avec les bébés, mais là, en fait, c'est le commencement d'une partie de la vie. Et je trouve ça superbe. Et donc, ça a commencé avec des mariages. On me sollicitait pour des mariages. Et du coup, je passais tous mes week-ends à faire des mariages. Et le lundi, je retournais bosser. Et là, je me retrouve dans un bureau gris. J'essayais toujours d'amener mon petit grain de rayon de soleil dans la journée. J'avais toujours une orchidée, un vase, un truc. Mais bon, on est dans l'automobile, quoi, avec plein de mecs. Bon, même si c'est la direction, les directeurs, ils sont moins voilà, c'est pas le garage, quoi. Mais ça reste très masculin. Il n'y a pas du tout de créativité, d'esthétique ou de beauté. Ok, c'est pas le sujet. Donc, je passais, enfin, ça me passionnait vraiment. Dès que je sortais du boulot, je regardais des vidéos sur YouTube, j'étais sur Pinterest pour regarder des looks de maquillage, j'essayais de reproduire. Je passais beaucoup de temps à me maquiller moi-même pour reproduire des looks. Et j'avais pas fait d'école, donc je me disais bon, autodidacte, on essaye un petit peu, on voit ce que ça donne et tout ça. J'ai fait mes erreurs sur moi, j'ai fait mes gammes sur moi-même. Et en 2015, j'ai décidé d'aider les femmes à s'en sortir avec leur trousse de maquillage. Parce que je me disais, bon, c'est bien beau, on va chez Sephora, on va chez Marionneau, on va chez Brochet, on achète plein de choses. Mais arrivé à la maison, c'est pas utilisé. Et à chaque fois, il y a un nouveau mascara qui va sortir, il y a un nouveau rouge à lèvres qui va sortir, il y a un nouveau truc. Mais on a déjà tout ça, on sait pas les utiliser. Et j'ai créé ce concept qui s'appelle Ramène ta trousse, dont la marque est déposée aujourd'hui, qui en fait réunissait les femmes. Donc elles viennent avec le contenu de leur trousse et je les aide à se faire belles, à s'amuser en fait avec leur trousse. Et elles repartent de cela pleines de confiance, pleines d'assurance, en se disant oui, maintenant je sais, je vais faire. Et donc ça m'occupait les week-ends avec les mariages. Et lundi, je retournais bosser du lundi au vendredi, sans trop de perspective, parce que bon voilà, t'as atteint le sommet. Hein, au-delà de ça, quel poste est-ce que tu peux occuper? C'est marrant parce que ça me rappelle moi j'étais avocate avant ma reconversion et j'avais lancé mon compte Instagram en même temps. Et c'est marrant parce que j'avais la même chose en fait. Parfois j'essayais de partir un peu plus tôt parce qu'il y avait des événements un peu d'influenceurs. Le week-end je faisais tous mes photos et je recevais aussi parfois des colis au travail. Oui. Et c'était super bizarre parce qu'il y avait un côté un peu schizophrène, presque double vie. Exact. Au début, je trouvais ça marrant et ça me compensait mon job, mais il y a eu un moment, en fait, où je trouvais mon travail trop fade à côté. C'est ça. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je savais que je devais entreprendre. Je le savais à l'intérieur de moi parce que c'était là. Mais je n'avais absolument aucune idée, mais alors aucune idée de par où commencer. Ok, qu'est-ce que je fais le prochain lundi matin? Et c'était la plus grosse montagne, mais le plus gros monstre de vie, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai abattu cette montagne, je me suis dit, ok, je suis capable de tout faire. Parce que quand on a été salarié, on a fonctionné en mode CDI, fiche de paye. Pour pouvoir faire quoi que ce soit, il faut une fiche de paye. Pour pouvoir... Et après, j'ai eu ma naturalisation française au bout de 18 ans en France quand même. Pour l'obtenir, il fallait que j'ai des fiches de paye, un contrat de travail, un CDI et tout, et tout, et tout. Donc, tout est conditionné à peu près par ces standards-là. On s'imagine même pas faire autre chose tant que en dehors de mon CDI, ma fiche de paye, mon travail, voilà, mon patron. Toute la stabilité. Toute cette stabilité, cette sécurité qui nous rassure. Donc, au bout de quelques années dans cette boîte, le CEO a changé, l'un des vice-présidents pour qui je travaillais est parti,
Le seul qui restait, et puis il y a un nouveau CEO qui est arrivé, qui est venu avec son assistante personnelle. Le vice-président pour qui je travaillais m'a dit clairement que voilà, moi je suis assez autonome, je n'aurais pas besoin spécialement d'une assistante. Donc voilà, il est temps qu'on se sépare. Et moi j'étais en mode, qu'est-ce que je vais devenir? J'avais pas prévu. C'était pas au programme. Mais je savais intérieurement que voilà, je traînais les pieds pour aller au boulot, quoi. Le matin, j'y allais parce que j'avais pas autre chose à faire et je savais même pas quoi faire si je devais me lancer. Mais il y a beaucoup de signes. La vie nous envoie des signes. Il y a beaucoup de signes. Au moment, quand c'est le moment, mais ce qu'on va lire, les choses qu'on va voir, les personnes qu'on va rencontrer, les conversations qu'on va avoir, tout va nous orienter dans cette direction. Maintenant, c'est à nous d'être sensibles et d'être à l'écoute, ou de se dire, oh non, c'est pas pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis sortie de cette entreprise, on a fait une rupture conventionnelle, tout de suite derrière, j'ai cherché du travail. J'ai passé d'entretien chez Hermès, chez Lanvin, je me suis dit voilà, enfin je vais pouvoir travailler dans la mode, dans la couture, dans mon univers rêvé. Et je passais d'entretien, j'étais à 2 doigts d'être embauchée. J'ai été acceptée chez Sanofi. J'ai décliné quasiment la veille de commencer. Enfin, je me suis dit bon, j'ai accepté un poste chez un groupe qui fait du contrôle qualité dans l'aéronautique. Et ils étaient à 2 pas de chez moi. C'est-à-dire que c'est vraiment le job, entre guillemets, de rêve. J'avais le meilleur salaire que j'ai jamais eu, la meilleure position hiérarchique que j'ai jamais eue. L'équipe était géniale, l'entreprise formidable. Je partais au travail à pied, littéralement. J'avais juste à traverser un feu rouge. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait de travailler à côté de chez moi. Pas de métro, pas de grève, pas de RER, rien à faire. Je marchais pour aller au boulot et j'avais l'impression d'être dans une torture. C'est-à-dire que les 3 mois d'intérim que j'ai passé là-bas, c'était les 3 mois de trop. Et c'est là que où j'ai dû être honnête avec moi-même et me dire, OK, tu as eu, enfin, toutes les conditions que souvent on recherche pour un boulot étaient réunies. Tu as un bon salaire, le meilleur salaire que tu as jamais eu, la meilleure position, OK, tu as les avantages, OK, et tu es à côté de chez toi. Que demande le peuple? Mais j'avais l'impression que on mettait la corde au cou chaque matin. Je traînais les pieds. J'attendais que l'heure d'arrive pour partir. Je comptais les jours de fin de contrat. Et même jusque-là, mon contrat devait se terminer en juin, non, en mai. Je suis allée en vacances. Je leur ai dit, hein, moi, j'avais déjà pris mes vacances, je reviens pas et tout. Ils m'ont rappelé. Je suis quand même retournée. Mais parce que je n'osais pas, en fait, fermer la porte et brûler les ponts. Bah, t'avais été un peu échaudée aussi par tout ce qui t'était arrivé. Et là, je me disais, mais sois honnête avec toi-même. Soit tu vas te refaire embaucher, tu vas rester 6 mois, parce que je sais me faire embaucher, hein, ça, il n'y a pas de souci, je suis la meilleure candidate, je me fais embaucher, il n'y a pas de problème. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, mais tu vas rester combien de temps? Et au bout de combien de temps tu vas en avoir marre et tu vas partir? Et à un moment donné, tu vas vivre avec des regrets de ah si j'avais su, et pendant sur Instagram à l'époque, enfin il y avait plein de choses que je voyais, des gens qui sont lancés, qui sont dans leur domaine, qui sont épanouis et tout, et je me disais ok, tu vas continuer à regarder les autres vivre leur meilleure vie pendant combien de temps? Tu vas continuer à espérer ou à te dire ah j'aimerais être à leur place, oh j'aimerais aussi moi que ça m'arrive, et être frustré et ne pas le vivre pendant combien de temps? Donc c'est une question d'honnêteté en fait. On y va ou pas? Je veux le vivre ou pas? Et le 16 juin, je me rappelle toujours, le 16 juin, c'était mon dernier jour. J'ai dit, c'est bon. Je ferme la porte, je ne retourne pas en arrière. Tu parles. Les tentations. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, Clary, pendant quasiment 1 an. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pour des cabinets de recrutement qui étaient intéressés par mon profil, qui me proposaient des salaires beaucoup plus élevés. C'est du 5 000 € beaucoup plus de plus que sur mon salaire, du 10 000 € de plus dans des groupes Neuilly-sur-Seine, machin. C'est bon, je me jette à l'eau parce que sinon, je vais jamais savoir nager. La théorie, c'est bien sur le bord de la piscine, mais à un moment donné, il faut sauter dans l'eau et il faut montrer de quoi tu es capable. Et là, ça a été une grosse claque. Parce que toutes les clientes que j'avais eues avant, tous les prospects, j'étais inscrite sur le site mariage.net. J'avais reçu l'année précédente plus de 100 demandes de devis. Cette année où je me suis lancée, j'avais reçu 300 demandes de devis. Et je me disais, j'avais fait mon petit plan, je me disais, bon, avec 300 demandes de devis, bon, je peux faire, même si je ne fais que 50 mariages à l'année, sachant que 50 mariages, c'est beaucoup. Une année à 52 semaines. Et il n'y a pas de mariages toutes les semaines. Donc, je me disais, bon, allez, si je prends
une trentaine de mariages, je peux arriver à vivre de façon satisfaisante. Eh bien non. Parce que j'ai revu mes tarifs à la hausse et pendant 6 mois, je n'ai pas eu une seule nouvelle cliente. Pendant 6 mois. Or, ces 6 mois pendant lesquels j'ai énormément investi pour me former, pour avoir des mentors, pour avoir des coachs. Et à l'époque, c'était pas très populaire. Donc, les mentors et les coachs, moi, je suis allée chercher aux États-Unis. J'avais une coach en Californie. J'en avais une à Washington. Il fallait les payer parce que les Américains, hey, it's money. J'ai investi énormément financièrement pour pouvoir me former au business, en fait. À comment vendre, comment me faire connaître, comment négocier, comment la partie vraiment manager un business dans la beauté. Parce que moi, quand je me suis lancée, c'était pas pour être la petite maquilleuse du quartier qui fait le truc chez elle. C'était pour vraiment développer un business dans le maquillage. Je ne savais pas du tout comment le faire, hein, mais c'était l'optique dans laquelle je me lançais. Et mes parents me disaient, voilà, tu as un cerveau, tu as été à l'école, nous on sait ce qu'on t'a transmis, vas-y quoi, utilise-le, vise haut, ne te limite pas au petit, fonce, mais vise haut. Tu penses que tu as trop investi au début? Pas du tout, pas du tout. Parce que ça m'a énormément apporté, ça m'a fait grandir rapidement. Et ça m'a aussi permis d'être connectée à des personnes que je n'aurais peut-être jamais rencontrées si j'étais restée voilà, dans mon coin. Parce qu'au-delà de ce qu'on apprend, il y a aussi les relations humaines. Et les relations humaines, ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que l'investissement parce que derrière une personne, on peut rencontrer une autre, on peut apprendre d'une autre, et voilà, et fait boule de neige. Alors, c'est quoi le meilleur conseil que tu as eu à l'époque, justement, de tes coachs? Ha! Je crois que le meilleur conseil que j'ai pu avoir, c'était de mon papa, que je considère comme mon mentor, parce qu'il est entrepreneur depuis une trentaine d'années, qui m'a dit, vise haut et ne regarde pas petit. Ne regarde pas petit, vise haut. Quand j'aurais pu me dire, OK, moi je vais faire le maquillage comme tout le monde, voilà, 20 € par-ci, 30 € par-là. Mais tout de suite, je voulais me positionner dans du haut de gamme. Je voulais pas accepter certains projets. Je voulais travailler sur ça. Voilà. Je savais à quel niveau, en fait, je voulais arriver. Et tout de suite, j'ai cherché les meilleurs coachs et je me suis inspirée des meilleurs maquilleurs dans mon domaine. C'est-à-dire qui maquillent de façon naturelle, qui met en valeur la beauté de la peau. Voilà, j'ai acheté les livres de Kevin Aucoin, je regardais les formations de Sam Fine, toutes ces pointures-là dans leur domaine qui maquillaient les stars, en fait, voilà, qui maquillaient les femmes du tapis rouge à Hollywood, voilà. C'était ça le goal, c'était vraiment ça le goal. C'était ça l'objectif, voilà. Et alors, après 6 mois, comment tu as fait pour avoir justement tes premiers clients? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Tu sais, pendant 6 mois, bah, tu es en activité, tu essayes, tu testes les choses, tu fais tu lances des offres, ça ne prend pas, ou que tu dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Peut-être si je fais ci, peut-être si je fais ça. Alors, ça a commencé à décoller en 2018 avec les cours de maquillage. Parce qu'à l'époque, ce que je faisais, c'est que je lançais sur Facebook, voilà, tel atelier de maquillage samedi, je sais pas, samedi 11 décembre à telle heure. Et puis les gens cliquaient, je viens, je viens, je viens, je viens. Et le jour J, je me retrouvais toute seule dans mon salon. Et à chaque fois, je me disais, heureusement que je n'ai pas loué la salle parce que j'aurais été dans l'embarras. Et en fait, j'ai réalisé que quand les gens ne payent pas, ils ne sont pas engagés. Donc, le simple fait de cliquer je viens n'engage pas quelqu'un. Et donc, j'ai dû faire mon site internet, créer mon site internet. Je l'ai fait toute seule parce que voilà, je n'avais pas les moyens de me payer un infographiste. J'ai découvert les landing pages, donc j'ai créé un site de vente. J'ai donc permis aussi aux personnes de prendre leur rendez-vous selon leur propre créneau. Ça, je ne faisais pas avant. Et ça crée un élan. La première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai eu un article dans le magazine Marie-Claire et je l'ai publié sur mes réseaux sociaux. Donc les gens, ils ont vu que voilà, j'étais montée en gamme, que ce que je visais, c'était vraiment une clientèle plutôt haut de gamme. Donc j'ai adapté mes tarifs et j'ai commencé à attirer une autre clientèle. Ensuite, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des wedding designers, des wedding planners qui travaillent sur des mariages haut de gamme et des mariages de luxe. C'est des collaborations en échange de visuels, de photos, et j'ai eu des parutions grâce à ça dans des blogs spécialisés de mariage qui sont très luxueux, très haut de gamme, notamment Style Me Pretty, La mariée aux pieds nus, Carrots and Cakes, Mona Lucci. Donc voilà, c'est des magazines, des blogs de mariage qui sont assez
assez cotés et assez prestigieux. Donc, j'ai pu avoir des parutions dans ces magazines. Pareil, ça a continué à me positionner et j'ai travaillé avec des artistes, des stars, des VIP. Pareil, en fait, chaque fois que je travaillais sur des projets, que je le publiais sur mes réseaux sociaux, ça renforçait en fait euh, ma position et mon image de marque. La série sur le gâteau, c'est quand j'ai eu l'opportunité de maquiller l'actrice de Hollywood, Angela Bassett, qui a joué notamment avec Tom Cruise dans Mission Impossible, qui a joué avec Whitney Houston, euh, Denzel Washington. Bref, c'est une star, quoi. C'est pas une demi-star, c'est une star. C'est une star mondiale. Ça également, ça m'a propulsé encore à une autre dimension dans mon. Et comment t'as fait pour pouvoir la maquiller? Long story short, les stars, en fait, fonctionnent avec des PR. Donc, des personnes qui s'occupent de leur image et de leurs relations publiques. Quand je travaillais avec des artistes en France, c'était plus avec leur maison de disques, pardon, qui me contactaient pour travailler avec Jennifer, Amel Bent, Slimane, voilà, ces artistes-là. Moi, j'allais par les maisons de disques. Là, pour Angela Bassett, c'est sa PR, avec qui j'avais travaillé déjà pour une autre, pour un mannequin, Maria Borges, qui a défilé pour Victoria's Secret et Valentino. Donc, elle m'avait contacté pour elle et du coup, elle m'a positionné pour travailler avec Angela Bassett. Le premier jour, ça s'est super bien passé. Elle redemandé à travailler avec moi et à ce que je sois sa maquilleuse quand elle vient en Europe. La mayonnaise a pris, le coup de foudre a opéré. C'est incroyable. Et alors, est-ce que les stars, elles se confient? Parce que je sais que personnellement, quand je vais me faire maquiller ou chez le coiffeur, j'ai tendance à me confier. C'est des moments assez intimes où on partage sa vie. Est-ce que les stars, elles font la même chose? C'est progressif. C'est-à-dire qu'au premier jour, on va rester assez calme. Selon ta personnalité, selon ta façon d'être. Moi, j'aime mettre les personnes avec qui je travaille à l'aise et je suis très sensible aussi à comment ils fonctionnent. Si la personne est bavarde, alors là, on va devenir les meilleurs potes de la Terre. Par exemple, avec la chanteuse Ayo, voilà, on est devenues les meilleures copines. On est devenues les meilleures copines, elle s'abonne à mon Instagram, on fait des commentaires et tout, parce qu'elle est comme ça. Elle est, voilà, elle est tombée amoureuse de mon fils parce que je suis allée bosser avec lui. Voilà, il faut aussi dire que je suis maman de 4 enfants et que ça m'arrive d'aller bosser avec mes enfants sur des projets parce que au début, j'étais très complexée par ça, mais je me suis dit, écoute, c'est ton professionnalisme qui va parler à la fin de la journée. Donc, tu donnes ton meilleur, tu es excellente. Que tu viennes avec tes enfants, je sais pas, toute ta cour, c'est pas important. Mes enfants, ils se comportent bien, ils savent rester à leur place, ils vont pas monter sur les rideaux, tirer les cordes et les câbles. Donc, tout va bien. Et donc, elle, par exemple, elle parle beaucoup. Et moi aussi. Donc, on a cliqué et on est devenus les meilleurs potes. Par exemple, Jennifer, et puis, bon, culturellement aussi, les Français sont plus réservés. Ils doivent être dans la confiance pour pouvoir être dans la confidence. Donc, c'était pas dans l'immédiat. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que il faut savoir rester à sa place, respecter l'espace de l'autre. Donc, quand je sens que ma cliente en face de moi, soit une VIP, une star ou bien même une mariée, hein, tout simplement, a besoin de prendre ce moment pour rester tranquille, de faire sa bulle à l'intérieur, la laisse dans sa bulle. Parce que c'est un moment aussi où elle a besoin de faire le vide. Quand c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'échange, dans la conversation, alors là, tu peux compter sur moi, je vais la faire rigoler à casser les côtes parce que voilà, ma mission, c'est vraiment de détendre et de déstresser, de décharger le stress. Donc, quelle que soit la personne ou l'occasion, si c'est dans le silence, on le fait. Et je prends aussi à mes mariés ou à mes clientes à respirer pour faire baisser la pression. Parce que souvent, quand on appelle une maquilleuse professionnelle, c'est parce qu'on a un enjeu. Donc, les enjeux sont souvent assez stressants. Ça peut être une conférence, ça peut être la prise de parole face à un public, ça peut être meeting, ça peut être non pas seulement pour un mariage, mais il y a tellement d'occasions et de situations qui font que tout de suite, l'enjeu devient important et on stresse. Alors, ça nous amène justement à ton projet que tu as en ce moment, devient ton propre beauty goal, avec tout ce côté développement personnel, psychologie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, et je suis super excitée. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'en parler, Claire-Vie. Donc, j'organise ma première conférence sur le thème de Deviens ton propre beauty goal. Parce que ma signature de maquillage, donc celle pour laquelle je suis reconnue, c'est skin-like. Donc, ça veut dire comme la peau. Je me présente à toi aujourd'hui sans maquillage. Je n'ai rien fait, j'ai juste mis un baume à lèvres. Pourquoi? Parce que
ma façon de maquiller, c'est vraiment justement de révéler la beauté naturelle des femmes. C'est de les amener à s'aimer, à tomber amoureuses d'elles, de leur beauté naturelle, et que le maquillage soit un accessoire. Alors ça peut paraître paradoxal pour une maquilleuse Ouais. dont c'est le job de parler comme ça, mais ma mission, c'est pas juste de maquiller les gens, mais c'est qu'elles puissent voir leur beauté naturelle à travers du Mm. maquillage et que même sans être maquillées, qu'elles se kiffent, qu'elles se trouvent Mm. belles et qu'elles utilisent le maquillage justement pour amplifier leur super pouvoir, tu vois, que voilà, qu'elles se trouvent belles gosses et que voilà, avec le maquillage, là, elles deviennent, tu vois, c'est Clark Kent et puis c'est super mal, tu vois. Et donc cette conférence a pour thème justement d'aborder ces questions de qu'est-ce qui nous définit en tant que beauté, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on se trouve belle, qu'est-ce qui fait que, et surtout dans un monde où aujourd'hui, on est dans des filtres, on est dans la chirurgie est devenue tellement accessible que Mm. on pousse vraiment des fois dans des futilités. J'ai rencontré des nanas super belles, mais des canons, qui avaient du mal à apprécier leur beauté. Et là, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Parce que il y a une influenceuse bulgare d'ailleurs que j'ai maquillée il y a quelques années. Elle avait une peau naturelle magnifique. Tu voyais les belles taches de rousseur. Elle était vraiment belle, mais vraiment, c'est une belle femme. Mais quand elle m'a demandé de la maquiller, c'était limite des tartines de beurre, des couches de fond de teint qu'il fallait rajouter, mais à la Kardashian, quoi. Et Mm. elle voulait ressembler aux Kardashian, c'est-à-dire le contouring hyper creusé, le highlighter hyper flashy, hyper brillant. Et quand je la regardais, je me disais, mais quel gâchis, en fait, de vouloir travestir son visage à ce point-là. Mais à la base, elle est belle, elle n'a même pas besoin de tout ça. La conversation qu'on va avoir ce jour-là, pendant la conférence, c'est vraiment d'aborder ces sujets et de donner les clés et les outils aux femmes, aux participantes qui seront là, pour tomber amoureuse d'elle, pour s'aimer au-delà des critères et des standards de beauté qui sont imposés par la société. C'est pour ça que j'ai dit, deviens ton propre beauty goal. Définis toi-même. Voilà, c'est moi le but, c'est moi l'objectif. Je veux pas ressembler à X, Y, Z pour assumer et accepter ma beauté, mais je veux vraiment, voilà, être belle selon mes standards. Mes standards, c'est ça, c'est la maman qui n'a pas beaucoup dormi, qui a des traits creusés, c'est voilà, j'ai pas de mascara, c'est ok. Parce que tout le monde aujourd'hui, c'est long cils, sourcils hyper tracés, c'est anti-cerne, machin. Mais on fonctionnait comment avant sans anti-cerne? Et alors, comment tu vois l'évolution justement de ton entreprise par rapport à ce côté développement personnel? Eh bien, effectivement, alors depuis l'année dernière, donc en plein confinement, j'ai lancé mon premier programme de coaching à destination des entrepreneurs dans la beauté. Donc, non pas seulement des maquilleuses, mais toutes celles qui touchent à la beauté. Ça peut être des manicuristes, des cils design, des fixons dans les extensions de cils et sourcils, tout ce qui touche en fait au service à la femme. Donc voilà, esthéticienne, coiffeuse, beauté, voilà, tout ce qui tourne autour de la beauté. J'ai eu 19 femmes venant de 9 pays dans le monde entier. Du coup, mon parcours en management international est vraiment très utile à cet égard. Et j'avais des participants qui venaient des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de Mayotte, des Antilles, de la Guyane, enfin, vraiment de partout. Et j'arrivais en fait à trouver pour chacune d'elles des solutions, des stratégies concernant leur marché. Parce que grâce à l'ouverture d'esprit, je peux me positionner selon les différents marchés et selon les différentes cultures aussi. Ça, c'est une grande richesse. C'est presque encore une reconversion alors. Oui, c'est une nouvelle vie aussi que je suis en train d'embrasser, dans celle justement de formatrice. Et donc, j'ai créé la Skin Like Academy, donc où justement je coach les entrepreneurs dans la beauté, donc les beautypreneurs, dans la partie business. Donc vraiment parce que je suis partie aussi du principe parce que je faisais des bootcamps où je formais les maquilleuses dans la technique justement d'apprendre à maquiller avec ses touches naturelles. Mais je réalisais que on peut être très talentueux, mais si on ne sait pas se vendre, on ne sait pas se présenter, on ne sait pas se marketer, on n'a pas de structure ou de stratégie, ben on va rester toute seule dans notre coin et puis passer à côté de superbes opportunités. Mon expérience entrepreneuriale, mon bagage aussi académique m'ont permis de créer vraiment un programme qui puisse permettre à ces beautypreneurs de pouvoir vraiment se développer. Et mes anciennes protégées, si je peux les appeler comme ça, voilà, elles se sont développées chacune. Bon, il y en a d'autres qui sont réorientées, qui ont changé de voie, mais celles qui sont dans le domaine, voilà, elles ont fait de super progrès et c'est très gratifiant de voir cela.
Et donc aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai une équipe de maquilleuses aussi avec qui je travaille. Je les appelle mes Skin Like Angels, un peu comme Charlie Angels. Donc c'est elles qui vont en mission, mes drôles de dames. Donc pour pouvoir développer aussi l'activité. Donc on couvre tout ce qui est mariage, prestation de cours de maquillage, shooting, photo ou interview quand il y a des VIP. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, une reconversion réussie, c'est une reconversion, en fait, c'est de pouvoir se retrouver et être en accord avec soi-même. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Et en plus, gagner de l'argent, bien sûr, hein. Oui, c'est vraiment apprendre à se connaître. Okay. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me convient? Avec quoi je suis en accord? Okay. Est-ce que je suis en train de faire ce avec quoi je résonne, ce qui me parle? Je n'ai pas besoin de me travestir, je n'ai pas besoin de mettre une casquette pour faire ce que je fais. Je suis qui je suis dans ce que je fais. Et ça, c'est hyper important. Quand j'allais travailler, je sais que je devais jouer le rôle de l'assistante, faire plaisir à l'équipe, faire plaire aux autres et gommer en fait toutes les facettes de moi qui sortaient du cadre. Aujourd'hui, je suis pleinement moi, avec ma créativité, mon étincelle de folie, mon désordre, parce que voilà, il faut des fois si je suis un petit peu désordonnée, en fait, mes qualités et mes défauts, je suis là, je suis moi, et je n'ai pas peur d'être virée. Je veux apporter satisfaction à mes clients parce qu'elles sont précieuses, elles sont importantes, c'est grâce à elles que je mange, donc je mets toute mon énergie, mon intellect, ma passion, mes talents au service de mes clientes et je suis qui je suis. Donc c'est en fait c'est vraiment et je gagne de l'argent parce qu'il faut pas oublier que voilà on se lance dans l'entrepreneuriat pour faire du bénévolat, sinon je rejoins une association et puis mais là il y a aussi cet aspect rentabilité qui est important. Donc non seulement je suis en accord avec moi-même, je suis pleinement épanouie en tant que personne, en tant que professionnelle. Et je satisfais, je suis au service des autres, je vois les retours dans la vie des autres parce que quand tu as des personnes qui te disent waouh, depuis que je suis passée par ton atelier, bon, j'ai une telle confiance en moi, ou d'autres qui te disent voilà, les yeux de mon mari brillaient, il est retombé amoureux de moi quand il m'a vu le jour J. Waouh, 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 tu vois. Et plein d'autres, il y a des personnes qui disent voilà, je suis inspirée par ton parcours, ça m'a donné le courage de pouvoir faire telle chose. Tu dis ok. Il ne s'agit pas que de soi, en fait. On ne le fait pas que pour nous, on le fait pour les autres, pour être au service des autres. Oui, donner du sens. Exactement, exactement. Ben, un grand merci parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se retrouver avec l'histoire de jouer un rôle, prendre la place. Que même moi, ça m'a beaucoup parlé aussi avec ce que j'ai vécu. Donc vraiment, un grand merci pour ton histoire. C'était hyper touchant. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à toi pour l'opportunité d'être sur une plateforme telle que la tienne. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.